Tambara, bonsoir, ravi de vous retrouver sur le plateau de la télévision Tambara pour le débat, le rendez-vous de la rédaction qui reçoit sur ce plateau nos invités. Il s'agit de Son Allah Dambaji. Monsieur Son Allah, bonsoir. Bonsoir, madame. Nous avons également à ma gauche Monsieur Bouraima Daouda. Il est acteur de la société civile nigérienne. Monsieur Bouraima Daouda, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons notre troisième invité, celui donc qui, vous le connaissez aussi, mais ça fait un bout de temps qu'il n'est plus avec nous en fait sur le débat. Lui, c'est tout simplement Salia Abdou. Monsieur Salia. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Voilà. Alors, avec nos invités, nous allons parcourir l'actualité nationale. L'actualité nationale, c'est d'abord le remaniement au sein de l'armée qui est intervenu cette semaine. Et nous allons parler également des conclusions issues de la rencontre de Pau entre le président français Macron et les 5 chefs d'État du G5 Sahel. Nous parlerons également de la marche des acteurs de la société civile nigérienne qui a été réprimandée hier par les forces de défense et de sécurité. Et pour finir, si le temps nous permet, nous parlerons également de l'écho. Alors, chers invités, rebonsoir. Bonsoir. Monsieur Dambaji, nous allons débuter avec vous par rapport bien sûr au remaniement intervenu dans les rangs des militaires où nous avons vu la nomination d'un nouveau chef d'état-major de l'armée. Il s'agit du général de division Salif Moudi. Alors, qu'est-ce que ça suscite en vous, en fait, ce remaniement? Merci, madame. Effectivement, comme vous l'avez eu à le dire, il y a eu un remaniement au sein de l'armée, de l'hierarchie militaire, compte tenu de la situation que nous vivons, que le pays est en train de vivre, une situation tellement dangereuse qui est sans précédent dans la vie de la nation nigérienne. Et en tout cas, cette révision, elle a tardé même à être faite, parce que compte tenu de ce qu'on a connu durant des années. Et c'est des choses qu'on a beaucoup demandé depuis fort longtemps, parce que cette situation l'exige. Elle exige à tel enseigne qu'aujourd'hui, il est hors de question qu'on mette une question de compassion au nom de la fraternité ou au nom du copinage pour sacrifier à l'autel de la confusion le pays. Je pense bien que le président de la République a réagi. Il a réagi, même si c'est tardivement. En tout cas, c'est bien le fait qu'il a réagi, mais c'est que la réaction aussi, ça reste. Ça reste parce que qui connaît en réalité le système de la gestion de cette insécurité, et au-delà de la défense, il y a aussi l'intérieur. Il y a l'intérieur, madame, et je pense bien que ce n'est pas aussi l'hierarchie militaire seulement qui est impliquée dans la gestion de cette affaire. Il y a, au-delà de l'hierarchie militaire, il y a les civils. Il y a les civils qui sont dans la chaîne de la gestion, et je pense bien qu'il est temps. Il est temps pour le président de la République de s'assumer pour l'histoire. Et parce que c'est une obligation compte tenu du contexte que nous vivons aujourd'hui, parce que c'est l'impératif temps qui est très indispensable pour nous, parce que l'essentiel, on doit sauver l'essentiel qui est la République. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, là où l'autorité de l'État est mise à rude épreuve dans certaines parties de notre territoire, je pense bien que le président de la République n'a pas des choses à réfléchir par rapport à quoi que ce soit, que d'agir dans le sens où toute chose doit remarquer en réalité qu'il faut que cette autorité de l'État soit en réalité instaurée dans ces zones. Parce que ça dépend de l'intégrité du territoire et ça fait partie de ce serment. Et ça fait partie aussi des éléments qui peuvent compromettre en réalité sa responsabilité du président de la République. Et je pense bien que ça, c'est un coup d'envoi. Et je pense bien qu'on ne fait que l'encourager et le féliciter. Mais ça reste dans le sens où je pense bien qu'au-delà de cette action, de pouvoir revoir la chaîne du commandement de cette affaire, il y a aussi ceux qui ont posé des actes pour que ce qui s'est passé arrive. Et ça, il faut que les gens rendent compte par rapport à ça. Ça, j'aimerais dire par rapport à l'inspection du ministère de la Défense, où les gens, le rapport a attesté un certain nombre jusqu'à 1700 milliards, selon certains journaux.
qui sont là, qu'on doit en réalité vérifier l'authenticité de ces dépenses, je pense bien que là aussi le président doit intervenir pour agir très vite. Il doit agir très vite dans le sens où, dans tous les cas, il faut que les gens, les uns et les autres comprennent qu'on ne blague pas avec l'autorité de l'État. On ne blague pas avec l'intégrité de l'État. On ne blague pas avec la souveraineté de l'État. Qui que ce soit qui a sa main dans cette affaire, en tout cas, il doit rendre gorge. Et ça relève en réalité du devoir exclusif et obligatoire pour le président de la République en tant que chef suprême des armées, en tant que président de la République, en tant que premier Nigérien qui doit sauvegarder l'intérêt national dans le sens où je pense bien que ça aussi, ça doit faire en réalité un devoir pour le président de la République. Et en plus, il doit veiller, parce que dans cet état de fait, je souhaite que aussi le président de la République pense à la cohésion nationale. Je dis penser à la cohésion nationale. En tout cas, il y a certains faits qui sont en train de se passer dans le contexte actuel de notre pays qui ne devront pas se passer dans le contexte actuel. Parce qu'aujourd'hui, la situation nous exige d'être ensemble. La situation nous exige de regarder la même direction, parce que l'ennemi, il est l'ennemi commun. L'ennemi à tous les Nigériens, à tout Nigérien qui se sent compatriote, qui se sent patriote par rapport à la défense de la nation, il doit se dire qu'on a un ennemi commun. Et là, le président de la République, c'est à lui de créer ces conditions pour que tous les Nigériens regardent dans le même sens pour combattre ce fléau. Et dans ce cas d'espèce, je pense bien que la révision du commandement de l'hierarchie militaire, en tout cas, il a fait un bon pas, mais ça reste, il faut qu'il continue aussi à pouvoir déblayer le terrain pour que cette histoire soit un mauvais souvenir pour nous, pour que ça ne soit pas en réalité une histoire encore qui sera de manière permanente. Dans tous les cas, nous savons qu'il y a d'autres contingences qui sont là, les contingences d'ordre aussi diplomatique à l'international, sur lesquelles je pense bien qu'on va revenir là-dessus, sur lesquelles aussi on a des choses à dire au président de la République, parce qu'il y a certaines choses, je pense bien que même s'il y a certaines situations qui se dessinent, en tout cas, il y a certaines choses qu'on doit dire au président de la République, parce qu'il est le seul maître qui doit pouvoir décanter ce genre de situation. On va revenir à ça. Monsieur Brahim Daouda, vous l'avez si bien dit plusieurs fois sur ce plateau, qu'il fallait un réaménagement en fait au niveau donc de l'armée. Alors voilà, c'est fait. Maintenant, quelles sont vos appréciations? Oui, c'est vrai, ça faisait longtemps. Nous avons de tout temps lancé un appel au président de la République, qui du reste est le chef suprême des armées, compte tenu de quelques défaillances qu'on a constatées au niveau du règlement de la question des sécurités. Nous avons de tout temps cherché quand même à ce qu'il y ait un changement au niveau de la hiérarchie militaire. C'est vrai, cette fois-ci quand même, il a pu se rendre à l'évidence que pour un certain nombre de raisons, il faudrait nécessairement réorganiser la hiérarchie. Et comme tous les Nigériens, on a constaté qu'après la réunion du Conseil de défense, ils ont changé le chef d'état-major général des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, l'inspecteur général des services et le secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Peut-être que ces changements-là peuvent modifier un peu la situation du moral des troupes. Mais en réalité, ce n'est pas suffisant. Parce que quand nous demandons la modification ou le changement au niveau de la hiérarchie, ce n'est pas seulement au niveau des militaires. Parce que tous les Nigériens le savent. Depuis que cette situation d'insécurité a commencé, près de 20% du budget national était consacré à la défense. Donc au niveau de la gestion de la question sécuritaire. Et c'est d'ailleurs pourquoi les citoyens n'arrivent pas à comprendre. Avec tout ce qu'on utilise, près de 1/5 du budget de la défense, et qu'à chaque fois, le militaire enregistre des pertes considérables. Ça veut dire que, au-delà des responsables qui sont chargés de déterminer les plans de guerre, il peut avoir également certainement des déficits au niveau du matériel. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on a changé,
Et ceux qui sont là maintenant, on considère qu'ils étaient tous, dans tous les cas, au niveau de l'armée nigérienne. Ce sont tous des généraux, donc tous des officiers supérieurs. Je crois que pour la question de guerre, ce ne sont pas seulement les hommes. C'est vrai, la qualité du chef de guerre peut avoir un impact sur les troupes. Mais il faudrait nécessairement que les soldats soient dotés des moyens conséquents. Parce qu'en réalité, avec 1/5 du budget, je ne peux pas comprendre comment nos armées manquent d'un certain nombre de matériel. Parce que c'est plusieurs milliards. Ça veut dire que nous avons la possibilité, même si nous ne pouvons pas être indépendants au niveau de l'armée de l'air, on peut avoir quand même des appareils perfectionnés, des avions perfectionnés, nous permettant quand même de secourir nos armées de terre en cas d'attaque. Et même pour ce concernant l'armée de terre, je crois que les moyens là qu'on a investis depuis plusieurs années, ça pouvait permettre de chercher des armes très perfectionnées. Parce que vous avez vu, quand vous prenez, au moment où il y a eu les attaques au niveau d'Inates et au niveau de Chinagoder, on a considéré que c'est comme si, en termes de rapport de force, les terroristes étaient en avance sur nos soldats. Je ne peux pas comprendre quand même, au niveau d'un poste avancé, qu'on dise qu'on jette des roquettes sur nos militaires. Et certainement, si à l'intérieur de ces postes-là, il y avait des armes perfectionnées, je suis sûr qu'il peut avoir une riposte conséquente. Et les moyens là peuvent permettre quand même de doter doter nos armées des armes perfectionnées. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on trouve des unités dans lesquelles on ne peut pas trouver des RPG ou bien des LRM. Donc il y a tout ça là. Et en dehors, s'il y a eu ces problèmes, si l'armée n'est pas bien dotée, ça veut dire qu'au niveau de la gestion, on devait revoir, depuis que cette situation a commencé, les dépenses militaires qu'on a à faire, ça veut dire qu'il y a eu de la gabegie. Il faudrait nécessairement chercher ceux qui ne sont pas encore au ministère de la Défense. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup qui ont géré ce ministère, même s'ils ne sont pas à la Défense, ils sont encore dans le gouvernement. Je crois qu'on doit réellement aller, parce qu'il n'y a plus une question, ça ce n'est pas une question de secret militaire. On a demandé d'acheter, quand on parle de secret militaire, c'est qu'on ne peut pas dire aux citoyens, voilà tel ou tel type d'armes on a acheté avec les moyens, mais quand même on peut inspecter et voir est-ce que réellement les moyens affectés pour les dépenses militaires ont été exécutés comme prévu. Okay. Maintenant, si on a eu des détournements, je crois que ce n'est pas tard, puisque la guerre n'est pas finie. Très rapidement, il faudrait qu'on cherche ces gens, qu'on remette l'État dans ses droits pour qu'on puisse doter nos militaires de moyens de guerre conséquents. On parle de 1700 milliards. Voilà, 1700 milliards, mais ça veut dire qu'on a la possibilité d'avoir l'une des plus grandes armées du monde en termes de matériel. Ok. Monsieur Salia, vous avez suivi, comme tout le monde, entendu, comme tout le monde, le remaniement. Oui, merci. La défense. Absolument. Et moi, je pense que les camarades qui ont intervenu ont très bien expliqué. Et seulement, je dois rappeler que ce remaniement au niveau de la hiérarchie militaire, comme on dit, n'est pas venu de manière fortuite. Certes, avant, beaucoup d'opinions disaient qu'il faut revoir ce qui ne va pas au niveau de la coordination de la lutte que mène notre armée contre le terrorisme, que ce soit à Tillabéri, à Difa. Mais il faut rappeler que ce sont les récentes attaques qui ont été vraiment très catastrophiques pour notre armée au vu du nombre de militaires que nous avons perdus. Je parle de l'attaque de Inates d'abord et après Chinagoder, où au total il y a vraiment plus de 170 militaires qui sont tombés. Et ça a vraiment soulevé beaucoup d'indignation, parce que il faut savoir que certes tous les citoyens ne sont pas sur le terrain, mais s'il y a des défaillances, parfois les informations parviennent, parce que même si tu n'es pas militaire, tu peux avoir un militaire membre de ta famille et ainsi de suite. Et il faut
aussi comprendre que les Nigériens, plus on est en train d'aller, plus les Nigériens sont en train de rentrer dans une position où ils n'acceptent plus que nos frères militaires meurent aussi facilement. Ça, il faut le comprendre. C'est pour dire que il faut que le gouvernement et le régime, le président de la République qui est chef suprême de l'armée, comprennent que la population nigérienne, les citoyens nigériens ne veulent pas que, à cause de défaillances ou bien à cause de problèmes internes dans la gestion, que nos soldats meurent facilement. Ça, je pense que c'est facile à comprendre. Et même si demain, s'il y aura d'autres catastrophes de la sorte, les Nigériens, en fait, c'est pour dire que dans la gestion du terrorisme, aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qui sont là et qui permettent aux citoyens de s'exprimer sur la question. Mais aussi, il faut comprendre que ces militaires-là qui meurent chaque jour, en grand nombre, sont des membres des familles des Nigériens. Aujourd'hui, il est difficile de trouver une famille nigérienne qui n'a pas perdu un proche ou un membre dans cette guerre. Donc aujourd'hui, si aujourd'hui il y a changement au sein de la hiérarchie militaire, ça veut dire que les responsables au plus haut niveau reconnaissent qu'il y a faillite et qu'il faut amener. Maintenant, c'est qu'il faut comprendre la nature au niveau de ce changement qu'il y a eu. D'abord, il y a eu les chefs d'état-major, mais aussi certains responsables militaires qui sont dans la chaîne qui peut-être s'occupent de la gestion des troupes, mais du matériel aussi. Parce que ça fait un lien entre les rumeurs qui disent qu'aujourd'hui, il y a eu de la gabégie, il y a eu beaucoup de vols dans les fonds qui ont été, depuis des années, alloués à la défense. Aujourd'hui, les travailleurs le savent, qui nous écoutent, ils savent que depuis des années, il n'y a pas un groupe professionnel ou bien un syndicat ou des structures professionnelles à qui on n'a pas refusé quelque chose, soit un droit ou quelque chose qu'ils doivent avoir, parce que une grande partie du budget, le grand frère Bourem a dit, près de 20% est en train d'envoyer dans les dépenses militaires. Et ces groupes professionnels se sont tués parce qu'ils savent que la défense de la nation doit venir en priorité, parce que tout ce qu'on doit faire. Mais aujourd'hui, c'est lamentable que nous apprenons qu'il y a eu ces choses. En plus même de l'inspection au niveau de la défense dont on parle, il y a eu aussi le rapport de la commission et défense de l'Assemblée nationale qui a sorti un rapport et qui a reconnu qu'il y a eu vraiment détournement d'objectifs, détournement d'objectifs dans les fonds alloués, non seulement pour les matériels, mais aussi. Donc vraiment, moi je pense que je suis aussi d'accord avec ceux qui disent que ce n'est pas suffisant, parce que s'il y a des responsables militaires qui ont failli jusqu'à amener à leur limogeage pour être remplacés, mais aussi il faut voir du côté des responsables civils qui sont impliqués dans la gestion, qui sont impliqués dans la gestion de la défense. Là aussi, s'il y a des faillites, il faut que ça fasse école. D'accord, monsieur Salia. Monsieur là. Maintenant, l'homme est là, ça veut dire le chef d'état-major de l'armée. Comment est-ce qu'il faut faire maintenant pour l'accompagner, pour que le gouvernement puisse également l'aider dans son travail, pour que ça ne soit pas une nomination aussi inutile? Oui, dans le sens, je pense bien que le président de la République il doit détenir l'exclusivité de la stratégie qu'il doit adopter. Mais ce qui est sûr, nous souhaitons vivement qu'on laisse à la nouvelle équipe, en tout cas, conformément à ces marges de manœuvre prévues par les lois et règlements du pays, qu'elle fasse son travail. Parce qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, je pense bien qu'on est associé à plusieurs choses. Parce qu'on ne peut pas comprendre si réellement il n'y avait pas eu certaines complicités à tous les niveaux, parce que je vous ai dit, c'est une guerre d'air asymétrique où personne ne peut se dire voilà le vrai acteur, et tout le monde est acteur et tout le monde n'est pas acteur.
dans le terrorisme aujourd'hui. Parce que vous ne pouvez pas cibler le groupe que vous allez dire c'est tel groupe qui poursuit le terrorisme. Vous allez combattre. C'est là où se trouve la difficulté. Et je pense bien que dans ça, il faut qu'on leur donne vraiment conformément aux marges de manœuvre prévues par les règlements militaires et les dispositions légales de la Constitution, qu'on les laisse faire le travail. Si réellement on les a appelés pour faire le travail, il faut qu'on les laisse faire le travail pour qu'ils puissent en tout cas démontrer de quoi ils sont capables pour ramener la paix au Niger. Ça c'est de un. De deux, je pense bien que, madame, il faut qu'on soit un peu clair. Je pense bien que si la défense, je ne cesserai pas de le dire, si au niveau du ministère de la Défense, il y avait eu des changements, il faut aussi des changements, s'il le faut, au niveau pas des civils, même au niveau, parce qu'un combat de telle nature a aussi besoin d'un renseignement, de vrais renseignements. Parce que la cellule de renseignement aujourd'hui, je ne dis pas qu'elle a failli, mais il faut aussi qu'elle soit en conformité et en harmonie avec l'équipe de la défense. La nouvelle équipe. Parce que s'il y a des phasages entre les deux, en réalité, les deux pivots, ça sera une catastrophe pour notre pays. Nous ne les apprenons pas parce qu'ils ont étudié ça à un niveau très élevé. Nous savons très bien que nous souhaitons vivement que le service de renseignement soit aussi en harmonie avec la nouvelle équipe pour que le travail soit à la hauteur de l'espoir des Nigériens. Ça, c'est de un. De deux, il faut qu'on nous exempte et qu'on les exempte, cette équipe, de toute tentative d'intrusion. Comme quoi, par exemple? Comme par exemple, et dans tous les cas, quand vous prenez, c'est ce que j'ai dit. La Constitution, à un moment de l'histoire, avant même qu'on arrive à ce débat, on a eu à le dire. On a beau tester l'état d'urgence, depuis DIFA jusqu'à ici. Mais elle ne nous a pas convaincus pour ramener la sécurité. Et ce n'est pas le seul dispositif qui a été prévu dans la Constitution. En dehors de l'état d'urgence, il y a ce qu'on appelle l'état de siège. Moi, je ne cesserai pas de le dire. Même s'il n'y a pas état de siège, créer les conditions assez qu'on donne les zones d'insécurité à des militaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est une situation exceptionnelle et la Constitution ne l'interdit pas. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit le civil que vous placez, il sera du point de vue politique et il a un tuteur politique. Qui chaque acte qu'il tente de poser, il va se rappeler de sa position politique. Est-ce qu'il ne va pas affreindre à l'intérêt politique et politicien de son parti? Et il va réfléchir. Alors qu'un militaire, lui, il a étudié ça. C'est dans tous les cas, c'est par aberration que les gens disent que les militaires vont abuser. Les militaires savent très bien qu'est-ce qu'il faut, à la place qu'il faut, et au temps qu'il faut quand il s'agit d'un problème de sécurité. Mieux qu'un civil. Et ils ont étudié ça. Et le civil ne peut pas comprendre l'ampleur de l'acte qu'ils vont poser face à une situation bien précise d'insécurité. Parce que lui, le civil, il va réfléchir 10 000 fois avant d'agir et le risque d'agir maladroitement que par rapport à un militaire. Et c'est pourquoi nous insistons que vraiment il est intéressant, même s'il n'y a pas état de siège, de créer les conditions à ce que ces zones-là soient dirigées par des porteurs de tenue qui se connaissent à la matière. Il y a des Nigériens, il y a des porteurs de tenue qui se connaissent à la matière. Nous avons une armée, nous avons des forces de défense et de sécurité qui sont convoitées partout au monde. Et je pense bien qu'on a les compétences requises de placer ces gens-là pour nous ramener la sécurité de notre pays. Et mieux encore, et pour toujours renforcer cette équipe, si on veut qu'elle travaille, et mieux, il faut que tous ceux qui sont, en tout cas, qui ont des responsabilités de près ou de loin, ou des Nigériens tout court, qui ont en réalité l'avancée, ou ils ont des idées par rapport à ça, qu'ils aident cette équipe parce qu'elle va s'aider eux-mêmes. Parce que quand le pays est en paix, c'est pour tout le monde. Quand il y a le désordre, c'est tout le monde. Il n'y a pas d'exception par rapport à ça. Et par rapport à ça, je pense bien que, compte tenu aussi de ce qui se passe, il faut que l'État s'assume dans les zones d'insécurité. Il faut que l'État impose sa présence. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans certaines zones, et là où on demande à la population, de gré ou de force, elle paye l'impôt, et elle était contrainte de quitter les zones, je pense bien, là, l'État n'existe plus. Et c'est des choses où, et si on veut en réalité qu'on renforce la cohésion et la collaboration de la population, il faut que la population sente elle-même qu'elle est sécurisée, même si elle contribue à la défense. Parce que quand elle sent qu'elle n'est pas protégée, mais elle ne peut pas prendre le risque, madame, elle ne peut pas prendre le risque. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans certaines zones.
Parce que au-delà de ça, regardez nos chefs de village qui sont en train d'être persécutés et tués dans les zones de Tilaberi. Mais aujourd'hui, si ces chefs-là, ils se sont sentis en réalité protégés, ils ne vont jamais quitter, un chef ne va jamais quitter son village pour des petites choses. Ouais. Si un chef quitte son village, ça veut dire que la situation est extrêmement grave. Et là, je pense bien que l'État doit créer les conditions de s'assumer et de dire et de montrer sa présence. Elle est implacable par rapport à la présence de ces bandits dans les zones-là. Et je pense bien que ça fait partie des défis à relever de cette équipe, la présence de l'État. Et pour qu'elle ait ça, il faut que le politique s'assume. Il faut qu'il s'assume, hein. Il faut qu'on se départisse de toute considération politique et politicienne. Parce qu'au-delà, aujourd'hui, la situation, elle dépasse nos appréciations personnelles et nos appréciations politiques et politiciennes. Parce que le danger qui nous guette, ça va provoquer l'hécatombe de tout le monde si on ne maîtrise pas ça. Ok. Monsieur Daouda, aujourd'hui, le chef d'état-major de l'armée, qui est le général de division Salif Moudi et son équipe, quels sont les défis véritables qui attendent donc cette équipe? Mais les défis, je crois que vous avez suivi les zones de RFI. Vous savez que la population de Chinagoder a quitté et que maintenant le Niger a registré des réfugiés qui se trouvent cette fois-ci, des Nigériens qui ont quitté pour être réfugiés au Mali. Et quand j'ai suivi RFI, ce sont des hommes armés qui sont venus leur donner l'ultimatum de quitter. Sinon, prochainement, regardez les quitter. Ça veut dire quoi? On est en train d'assister à une situation où une partie du Niger risque d'être occupée par ces terroristes. Ça veut dire que aujourd'hui, comme on l'a de tout dit, on a l'obligation de concentrer nos forces et nos efforts pour endiguer la propagation de ce terrorisme-là. Parce que au début, on dit que c'est à partir du Mali qu'on vient nous attaquer. Et mais si nos armées et nos populations abandonnent une partie du territoire, ça veut dire qu'on est en train de donner des bases arrières à ces terroristes-là à l'intérieur même de notre territoire. Ce qui fait que ça va être plus facile pour eux de s'attaquer à d'autres régiments militaires à l'intérieur du pays. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, le défi qu'il était d'abord, il doit être... C'est vrai, je sais que c'est un homme de terrain. C'est vraiment un militaire de terrain et qu'il a fait beaucoup d'écoles européennes et asiatiques de guerre. Et il a été, lorsqu'il était commandant de la zone au niveau d'Agadeza, c'est lui qui a réglé le problème de la rébellion de MNJ. Ça veut dire qu'il connaît le terrain et certainement il a la confiance de beaucoup d'officiers, sous-officiers et hommes de rang au niveau du Niger. Donc ça veut dire qu'à partir de là déjà c'est un atout. La seule chose c'est qu'on doit quand même mettre les moyens nécessaires et des pouvoirs à sa disposition. Des pouvoirs à sa disposition pour mettre en pratique son plan de défense de la République. Parce que s'il y a interférence extérieure au-delà des méthodes que l'état-major propose, là ça peut poser un problème. Et aujourd'hui, il faudrait que tous les militaires et tous les citoyens quand même apportent leur soutien à notre armée nationale parce que ce qui est en train de se passer est en réalité extrêmement grave. Quand des populations désertent leur région, quand des populations sont contraintes de payer la zakat à des terroristes, ça veut dire qu'on est en train d'assister à une situation de non-État dans une partie du territoire. Et ça, aucun Nigérien ne peut l'accepter. Déjà, on a l'habitude de le dire ici. Si c'est par rapport aux hommes, il n'y a aucun problème. Les militaires, là, on sait que ce sont des militaires bien formés qui sont courageux. Ils ont envie d'aller. Il suffit tout simplement de les voir, même quand on tue leurs frères d'armes, quand vous les constatez en vrai militaire, eux, si nous, civils, ça nous afflige, eux, en réalité, ça leur fait mourir de rage. C'est comme si ils attendent l'ordre pour aller sur le terrain et venger leurs frères d'armes. Et vous voyez, même les jeunes qui ne sont pas encore dans l'armée, pour prouver leur engouement,
c'est quand tu constates ce qui se passe quand on lance les concours d'entrer à la police, à la garde ou à la gendarmerie. Malgré que des militaires qui sont sur le terrain sont en train de mourir, vous allez voir quand on prend, pour prendre 1000 éléments, vous pouvez avoir 10 000 à 20 000 jeunes qui étaient prêts à déposer leur candidature. Ça veut dire que tous ceux qui déposent là, connaissant le danger, ça sous-entend qu'ils n'ont pas peur. Ils sont prêts à mourir au nom de la patrie. Voilà pourquoi nous lançons réellement l'appel au chef suprême des armées pour qu'il crée toutes les conditions pour doter, comme je le disais tantôt, notre armée d'armes conséquentes. Monsieur Salia. Oui, merci. Moi, je pense que nous avons très bien salué les changements et aujourd'hui, c'est légitime que, en tant que Nigériens, nous puissions donner notre avis sur comment se comporter pour que cette nouvelle équipe, à la tête duquel le général de division Salif Moudi, qui est, il faut le rappeler, comme l'a dit Bourema, un homme selon à travers son histoire et ce qu'il a vécu, qui connaît bien le terrain, mais aussi qui est de l'armée, l'infanterie, ça veut dire l'armée de terre, qui connaît bien comment les zones sont. Maintenant, il faut se dire, quelle qu'en soit la compétence de l'homme, c'est pourquoi on se pose la question, il faut vraiment, comme l'a dit un grand penseur, le chinois Sun Tzu, qui a écrit une œuvre, L'art de la guerre, où il dit que pour qu'un chef de guerre puisse réussir sa mission, il doit avoir 3 à 4 choses. Il a parlé, entre autres, de la confiance de sa hiérarchie. Ça veut dire que le président de la République qui a fait confiance pour mettre à cette place générale doit maintenir le cap pour lui donner. Mais l'autre aussi, Sun Tzu a parlé de l'équipement. Un bon général doit avoir des équipes bien équipées pour pouvoir faire le travail sur le terrain. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas. Il faut que ces militaires-là soient bien dotés en armes, en véhicules de guerre qui font l'affaire, en gilet pare-balles, et voir, il faut voir à l'extérieur comment les autres militaires. Ça aussi. Il y a aussi la confiance de la population. Moi, je pense que la population, parce que avant tout, c'est les zones, c'est les populations qui sont dans les zones de guerre, c'est à eux que aujourd'hui cette guerre est en train d'apporter les premiers services. Donc moi, je pense que la population qui est dans la zone de guerre, ces populations-là doivent collaborer avec les militaires. Donc le chef de guerre doit avoir la confiance de la population, et ainsi de suite. Moi, je pense que nous, en tant que Nigériens, nous ne sommes pas assurés 100%, mais quand même, nous avons confiance que ce nouveau responsable au niveau de l'armée nigérienne va faire l'affaire. Et nous, en tant que citoyens, nous avons l'obligation, nous aussi, d'apporter notre soutien à l'armée, bien qu'on nous empêche de les faire, mais nous allons continuer à les faire d'une manière ou d'autre. Nous allons apporter notre soutien à notre armée. Mais aussi, il faut que notre armée soit épargnée de l'ingérence des forces extérieures. Moi, je pense que ça, c'est très important. Il faut qu'on en parle. Il faut que notre armée soit imprégnée de l'ingérence. Même si aujourd'hui, on n'est pas sur le terrain, nous ne sommes pas au Mali, nous ne sommes pas au Burkina, nous sommes ici sur place, mais aujourd'hui, l'information a atteint un niveau où les populations, les citoyens sont très bien édifiés par rapport à ce qui se passe. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'une force extérieure donne des ordres à notre armée qui est ici. Moi, je pense que l'armée nigérienne, les FDS du Niger ont pour mission régalienne, selon la constitution, de défendre l'intégrité de notre territoire, de sécuriser notre territoire. Ce n'est pas à quelqu'un d'extérieur. C'est pas à quelqu'un d'extérieur venir donner donner des ordres ou bien dire à nos militaires comment ils vont le faire. Tout doit être à l'interne.
Moi, je pense que ça, c'est très important. Il faut qu'il soit épargné des agents. Nous allons fermer la page donc, du réaménagement pour parler du communiqué final. Comme vous le savez également, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a assisté le 13 janvier aux côtés de ses autres pairs du G5 Sahel à Pau sur convocation donc, du président français Macron. Un communiqué final conjoint a été lu et Allah, qu'est-ce que vous pensez donc de ce communiqué final qui a été pris? Oui, madame, il y a un communiqué final. Effectivement, avant d'atterrir au niveau du communiqué final, permettez-moi aussi de faire lien par rapport à ce que l'équipe actuelle doit avoir. Franchement et sincèrement, j'insiste beaucoup. On ne peut pas sous-traiter le service, le renseignement dans un pays en période de guerre. Nous ne pouvons pas accentuer tout notre espoir sur l'extérieur. C'est à l'extérieur de nous fournir des renseignements. Non. C'est à nous-mêmes. C'est à nous-mêmes. Je pense bien qu'on ne peut pas sous-traiter notre défense à des pays tiers pour qu'ils viennent nous protéger par rapport à quoi. Je pense bien que c'est ce qui m'amène à attirer par rapport à leur communiqué final, là où ils ont parlé maintenant de faire le mixage. Parce qu'au début, les forces étrangères, là, elles sont de leur côté, notre armée est de notre côté, et que c'est au gré de ce qu'ils veulent qu'ils peuvent participer. S'ils ne veulent pas, ils observent. Et je pense bien que ce que j'ai retenu d'important, parce qu'il ne faut pas tout rejeter, c'est que c'est quand ils arrivent à accepter. Parce que maintenant, c'est l'acte qu'on attend voir. Quand ils arrivent à accepter de compiler les alliés et nos forces armées, on fait une seule équipe pour combattre le terrorisme, et tout en à l'esprit que, dans tous les cas, nous devons être le maître de la gestion de la chose, parce que c'est de notre pays. Ils sont venus nous aider, on va travailler ensemble, mais en réalité, c'est à nous de décider face à des éventuelles informations qu'on va recevoir dans le service de renseignement pour protéger. Parce que, qu'on le veuille ou pas, si à niveau de matériel égal, il ne peut pas se comparer à notre armée. Parce que notre armée a beaucoup d'avantages sur eux, même s'ils ont des matériels sophistiqués. Notre armée, c'est elle qui connaît le terrain, c'est elle qui connaît comment s'adapter aux différentes stratégies de combat parce qu'elle maîtrise le terrain. Et ils ont le matériel, la science technologique, comme ils prétendent le dire. Et donc, jusqu'à preuve de contraire, nous n'avions pas vu l'impact. Ils ne nous ont pas convaincus qu'ils ont cette science, qu'ils détiennent cette technologie à la matière, parce qu'on ne peut pas comprendre en réalité où des gens viennent en moto. Vous qui disiez que vous avez l'essentiel de voir même d'en haut, même le numéro du pneu d'un véhicule, et des gens viennent sur moto, ils font des carnages au niveau de nos casernes et ils retournent chez eux paisiblement. Je pense bien que tranquillement, on ne peut pas nous expliquer et ils ne nous ont pas convaincus à la matière dans ce cas d'espèce. Et c'est ça qui m'amène dans ce cas, la disposition qui consiste à dire qu'ils vont jumeler les différents états-majors pour pouvoir faire ce combat, c'est une très bonne idée. Mais nous attendons voir le concret. Parce que, madame, c'est que je ne crois pas, tant que je ne vois pas ça sur le terrain, c'est que ces forces étrangères, quand elles étaient venues, ils ont claironné partout, qu'ils sont venus nous aider, qu'ils ont la technologie et ils vont nous aider à dénicher ces djihadistes partout là où ils sont, ces terroristes partout là où ils sont, mais on a constaté l'effet contraire à un niveau très grave, à telle enseigne que ça nous a déboussolé. C'est pourquoi tout ce qu'ils vont dire, si c'est de concert avec eux, si c'est à cause de leur participation, en tout cas, nous ne faisons pas ça comme une réalité qui sera plausible d'un peu de temps qu'on ne voit pas ça sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, nous savons très bien que ces forces étrangères, quand nous arrivons à décanter cette situation, elles savent très bien que leur utilité de présence chez nous n'a plus sa raison d'être et elles n'ont pas d'argument pour nous avancer, quoi que ce soit par rapport à ça. Et ça, je pense bien que on doit suivre de trop près et je crois savoir que les différents présidents du G5 ont mesuré l'ampleur de ce qu'ils ont signé. Ils ont mesuré l'ampleur de ce qu'ils se sont prononcés et ils ont ventilé au nom de nos différents États
du G5 Sahel et ils vont s'assumer par rapport à l'histoire parce que l'histoire, le tribunal de l'histoire, il est têtu et ne rate pas. Il ne rate pas le tribunal de l'histoire. Et par rapport à ça, je pense bien que le communiqué conjoint, tout ce qui m'intéresse, moi, c'est cette disposition. Mais avant le communiqué conjoint, peut-être si vous me permettez, j'ai suivi l'intervention de Macron, le président français, quand il nous a insultés. Le fait qu'on dénonce leur présence parce qu'on n'a pas vu d'impact de ce qu'ils ont dit qu'ils sont présents sur nous. Pourquoi on dénonce? Il nous a traité des gens d'indignes et des gens que peut-être, selon lui, qui ne sont pas reconnaissants. Et c'est des gens, peut-être, ils sont en train de créer les conditions pour faire le sale boulot pour d'autres puissances. Nous, ça ne nous dérange à rien. Pourquoi? C'est notre pays qu'on défend, le reste, ça ne nous regarde pas. Mais l'indignité qu'il prépare, en réalité, il n'y a pas, je pense bien que, plus indigne que de croire venir chez quelqu'un et de faire de lui votre esclave. Du point de vue souveraineté, du point de vue en réalité et gestion de sa chose, de sa propre famille. Je pense bien que sur ça, j'étais dessus. D'apprendre ça parce que d'ailleurs il a été incapable de pouvoir répondre aux journalistes maliens. Il s'est acharné sur lui. Donc c'est des choses, c'est des prémices comme ça qui nous font en réalité avoir beaucoup de scepticisme dans ce qu'ils disent. C'est-à-dire c'est ce qui nous pousse à être trop pessimistes. Même s'ils disent quelque chose, même s'ils vont le faire, on est trop pessimiste par rapport à ça, parce qu'ils ont fait une fois, 2 fois, ils n'ont pas tenu promesse. Et par rapport à ça, je pense bien que nos pays de G5 Sahel, ils doivent être sur leur garde. C'est vrai, ils ont pris des engagements, mais ils doivent à chaque moment avoir un autre pion dans la poche. Dans le cas où l'autre n'a pas pu régler honorer son engagement, on a déjà le plan B pour sauvegarder l'intégrité de notre pays. Parce que si on lui fait toujours confiance, on risque d'avoir le moment où il va nous éclabousser de manière totale. Et là, je ne souhaite pas en réalité pour nos pays africains. Et là, ça sera la catastrophe. Et je pense bien que les présidents des différents pays, ils ont mesuré l'ampleur de ce qu'ils ont signé et ils ont vécu plusieurs trahisons de par ses alliés. Parce que et ici, au Niger, il y a même des ministres qui étaient sortis dire que, dans tous les cas, ces bases étrangères n'ont pas convaincu. Et je pense bien qu'ils vont chercher à convaincre, peut-être maintenant, comme ils ont vu que la situation a pris une autre tournure, que le peuple n'est pas prêt à accepter qu'on marche de manière inopinée ou de manière, c'est-à-dire sadique sur lui, et que je pense bien que la France a intérêt, je dis bien a intérêt, à revoir, à changer sa politique vis-à-vis, surtout la politique sécuritaire vis-à-vis des pays africains, parce que il faut qu'ils disent que cette génération n'est pas la génération de 1960 ou bien la génération de la traite de la négrière. Cette génération, c'est une génération consciente qui a vécu et qui vit avec eux, et ils savent très bien que cette génération, elle est aussi capable de faire ce qu'ils prétendent pas pouvoir faire. Parce que si nous serons dans les mêmes conditions de pression et de température, ils ne peuvent pas s'égaliser à nous. C'est clair. Parce qu'ils savent même du point de vue dynamisme, ils ne peuvent pas s'égaler à nous, mais seulement ils ont la technologie par rapport à nous autres. Ok, on va tenir compte de ça. Monsieur Daouda, toujours dans le communiqué final, les 5 chefs d'État donc, du G5 Sahel ont exprimé leur soutien aux objectifs donc, de la conférence de Berlin pour restaurer la stabilité et la sécurité en Libye. Non, pour ce qui concerne le communiqué final du sommet de Pau, bon, c'est les choses qui ont retenu notre attention. Nous avons constaté quand même que, premièrement, les pays membres du G5 ont eu plus de barricades parce que la France a décidé, au lieu de diminuer, d'augmenter 200 et quelques militaires français pour renforcer Barkhane. Bon, là n'est pas le problème. Encore, ils ont décidé
de mutualiser leurs forces pour faire une force conjointe avec Barkhane, une façon de ne plus avec aussi ceux de l'Union européenne, l'opération Takuba, donc une façon de mutualiser leurs forces, même si par ailleurs il peut y avoir un problème au niveau de qui va prendre la direction, qui doit gérer, parce que là encore c'est au niveau de la coalition, il peut y avoir un autre problème donc au niveau des états-majors. Bon, ça dans tous les cas c'est intermilitaire, ils vont gérer ça. Seulement, et ce qui vous a retenu, c'est que également à travers ce qui s'est passé à Pau, j'ai quand même compris que contrairement à ce que faisait distiller la France et ses partisans qui sont au niveau de nos territoires en Afrique, qui pensent que la France est là juste pour nous aider, mais la France n'a pratiquement aucun intérêt. En tout cas, la réaction du président français Macron m'a permis de comprendre quand même que la France a réellement des intérêts qu'elle est en train de défendre au niveau de cette région. Premièrement, pourquoi j'ai fait cette analyse? Dès que la France a entendu le départ imminent des États-Unis au niveau de l'Afrique, donc avec le démantèlement de leur base de drones de Madama, ce sont les États-Unis, et la France est en train de négocier les États-Unis. Et les États-Unis ont donné des raisons. Les États-Unis ont dit c'est parce que ils n'ont plus d'intérêt au niveau du Sahel, mais ils préfèrent redéployer leur force au niveau de l'Asie, où la Chine, leur adversaire, la Chine et la Russie, étaient en train de prendre pied. Donc ça veut dire que les États-Unis n'ont pas assez d'intérêt. Mais c'est la France qui a arrêté des intérêts et la France qui inquiète. C'est ce qui va m'amener au niveau de cette conférence sur la Libye. C'est là où également la France peut être très inquiète. Parce que au niveau de la Libye, quand on essaie de voir les réformes qu'il y a au niveau géopolitique, c'est que c'est la Russie et la Turquie qui sont en train de prendre le pas sur les autres pays européens. Parce que quand vous voyez, même pour faire ce cessez-le-feu entre le gouvernement reconnu par la communauté internationale et le maréchal Haftar, c'est sous injonction de la Russie et de la Turquie. Et ça veut dire quoi? Si ces deux-là, qui sont là au nom de leurs intérêts économiques, parce que c'est pour avoir accès dans tous les cas au pétrole libyen, ça veut dire qu'ils ont la possibilité, en partir de la Libye, comme les États-Unis ont déjà quitté, ils ont la possibilité d'avoir également des zones d'influence vers les autres pays de l'Afrique, au niveau du Maghreb et au niveau du Sahel. Maintenant, ça veut dire que ça, c'est un problème, ça va être un problème sur le plan géopolitique. Maintenant, il y a des choses qui ne m'ont pas convaincu au niveau de leur communiqué final. Parce que, dans tous les cas, c'est quelque chose qu'ils ont fait en 3 heures. Ça veut dire que c'est du réchauffé, c'est déjà préparé, c'est du réchauffé. On les a juste appelés, on a fait du réchauffé. Parce que il y a 2 choses qui ne marchent pas, qui font que leur stratégie ne marche pas. Premièrement, au niveau du G5. Quand on regarde les 5 pays, au début, là, si on a créé le G5, c'est dans l'optique de mutualiser leurs forces pour faire face à l'ennemi commun. Et on l'a de tout temps dit, les 5 pays n'ont pas les mêmes engagements. Les pays qui sont, et les armées qui sont les plus engagées au niveau du G5, c'est l'armée nigérienne et l'armée tchadienne. Et vous voyez, pratiquement, on ne sent même pas l'intervention de l'armée algérienne et de l'armée mauritanienne. On dirait que la Mauritanie ne fait même pas partie. Ça veut dire que là, il y a un problème. Mais si tant que les 5 pays n'ont pas les mêmes engagements, ça ne peut pas marcher. Deuxièmement, je ne peux pas comprendre comment faire régler le problème au niveau du Sahel, donc le problème de sécurité au niveau du Sahel, là, tout en écartant un certain nombre de pays. Parce que ce que vous devez comprendre, prenons par exemple sur le plan géostratégique et géopolitique, au niveau quand vous regardez la carte du Niger. Le Niger est encadré par les 2 armées les plus puissantes au niveau de l'Afrique. Au nord, l'Algérie, au sud, le Nigeria. Et c'est un problème qui est transfrontalier. Comment isoler l'Algérie et le Nigeria de ce problème de règlement de l'insécurité? On sait qu'il y a de ce côté Boko Haram, où pratiquement au niveau de la frontière entre le Niger et le Nigeria, les 2 pays n'arrivent pas à contrôler ce Boko Haram qui contrôle en réalité cette zone. Ça veut dire que ça va être un coureur de passage. Si
Et quand vous prenez toute la partie nord, bande nord du pays, là, ou les parties désertiques, jusqu'au niveau de l'Algérie, en passant par le Mali, on constate que c'est pratiquement des djihadistes ou des terroristes là qui font ou des trafiquants qui occupent l'espace. Ça veut dire quoi? Ils peuvent aller jusqu'au niveau de l'Algérie. Puisque l'Algérie n'est pas concernée, ça veut dire que le Nigeria et l'Algérie peuvent être des bases arrière en réalité pour ces terroristes. C'est-à-dire quoi? Obligatoirement, il faudrait revoir. Parce que moi, quand ils ont dit qu'au niveau de leur rencontre, il y a la présence du président de l'Union, du Conseil de l'Union africaine. Moi, je pensais que sa présence allait faire en sorte que l'Union africaine fasse sienne le problème du Sahel pour demander aux autres pays africains, au lieu que ce soit la France ou l'Europe qui doit aider matériellement, qu'on ait la contribution réelle de l'Afrique pour l'équipement de nos forces. Okay. Maintenant, tant que c'est la France seule qui doit faire ça, ça veut dire quoi? Certaines puissances, et d'ailleurs ça leur réticence, certaines puissances ne peuvent jamais donner leurs moyens quand c'est la France qui va piloter le G5. Parce qu'il y a toujours leur problème d'enjeu géopolitique et géostratégique. Voilà d'ailleurs pourquoi les États-Unis l'ont clairement dit, qu'eux, ils vont préférer, au lieu de leur système de multilatéralisme, que de donner l'argent au G5 et placer le G5 au niveau du chapitre 7 de l'Organisation des Nations Unies. Parce qu'ils ne peuvent ne pas avoir confiance réellement à certains acteurs qui sont à l'intérieur du G5 Sahel. Oui, Monsieur Salia, qu'est-ce que vous avez retenu donc du communiqué final? Oui, non, moi... très rapidement, parce que vous savez, ça arrive dans l'histoire d'une grande puissance d'avoir parfois un président voyou. En fait, si vous prenez même l'historique même de cette réunion, vous vous rappelez, et cette réunion a été convoquée par Macron en fin novembre, lors d'une réunion au niveau de l'Union européenne où il a appelé les chefs d'État de la zone du Sahel à venir pour confirmer, pour clarifier leur position le 11, si je me rappelle, le 11 décembre. Le 11 décembre, oui, à Pau. Oui, à Pau. Et ça, suite à beaucoup de tollés qui s'est soulevé au niveau des pays du Sahel, qui étaient en train de combattre la présence de l'armée française ou bien de décrier la présence de l'armée française qui n'était pas là, qui était là à un premier moment pour libérer le Mali, mais qui s'est transformé en force Barkhane et qui est resté, qui est en train de continuer dans le Sahel. Donc, vous vous rappelez, nous au Niger, nous sommes le pays qui a le plus souffert à cause de cette réunion. Vous vous rappelez la veille de la première réunion qui devait avoir à Pau, bien le sommet, il y a eu l'attaque de Inates où on a perdu 71 morts. Et aussi, vous vous rappelez avant-hier aussi l'attaque de Chinagoder. C'est 3 jours avant la deuxième réunion reconvoquée de Pau. Vous voyez comment le Niger a souffert dans le cadre de cette réunion. Mais maintenant, le contenu, moi je pense que le président français Emmanuel Macron a dit des choses graves sur les citoyens des pays du G5 Sahel. Parce que la lutte pour que l'Afrique, les pays africains, soient souverains, réellement, sécurisent eux-mêmes leur pays à travers leurs armées, cette lutte-là est plus âgée qu'Emmanuel Macron. Ce n'est pas aujourd'hui qu'Emmanuel Macron va expliquer à quelqu'un qui comprend pour dire que ceux qui sont contre la présence française sont financés. Okay. C'est une lutte qui date d'avant la naissance d'Emmanuel Macron. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si aujourd'hui, les pays africains sont en train de demander le départ de l'armée française, parce que moi, je ne rentre pas dans les détails, moi, je reste sur les principes que la majorité, contrairement à ce que d'autres ont dit, la majorité des populations du Sahel
en ont marre de la présence de l'armée française dans nos pays et veulent que ce sont nos propres États qui assurent leur sécurité. Mais si la France peut assister techniquement ou en termes de formation nos armées, nous ne sommes pas contre. Voilà en fait le nœud du problème. Mais tout le fond, tout ce qu'il y a dans le contenu de Pau, moi personnellement et beaucoup d'autres opinions pensent que c'est du faux et c'est du montage qui est là. Et ils sont en train de vouloir rentrer dans une logique de recolonisation des pays du Sahel. Et la France veut tout faire pour avoir l'accord de la communauté internationale pour s'accaparer le Sahel et faire ce qu'il a l'habitude de faire pour se maintenir en tant que puissance au niveau mondial. Salia, je pense que nous sommes arrivés à la fin donc, du débat. Malheureusement, l'heure c'est l'heure comme on le dit. Nous n'avons pas pu parler d'autres points. Mais ce n'est que partie remise. Nous allons revenir sur ces 2 points. Ça veut dire les acteurs de la société civile qui se voient à chaque fois réprimander les marches et autres refusées. Nous avons également, nous n'avons pas pu parler également de la monnaie éco, mais nous y reviendrons, Inch'Allah, au cours donc de notre prochaine rencontre pour le débat. Ça sera donc le dimanche prochain. Voilà, chers invités, merci à vous, sans Allah. Merci vraiment pour votre participation à ce débat. Merci à vous également, monsieur Daouda Bouraima, pour votre participation aussi, ainsi que la participation de monsieur Saleh Abdou. Voilà, mes chers invités, on se reprend, Inch'Allah, dès la semaine prochaine, ça veut dire le dimanche, quand il sera 21h, sur la télévision Tambara et en même temps au niveau de la radio en synchrone, comme en synchronisation au niveau donc de la radio pour suivre le débat. Donc la rediffusion de ce débat, c'est le jeudi à partir de 22h30. Merci beaucoup, au revoir et à très très bientôt. Merci. Merci bien. Le temps.